bonsoir et bienvenue tout le monde en cette deuxième soirée du Salon du livre de Trois-Rivières en mode virtuel. Ce soir, j'ai la chance de m'entretenir avec Caroline Dawson et Martina Shumova pour leurs deux romans sur le thème. Cette table ronde portera sur le thème de l'exil et de la littérature. Donc, d'abord, Caroline Dawson est l'autrice de Là où je me terre, publiée aux éditions du Remue-Ménage. Caroline Dawson est née au Chili dans les années 80. Elle est professeure de sociologie au Collège Édouard-Montpetit. Elle a remporté le prix du récit Radio-Canada en 2018 et a fait paraître son premier roman, Là où je me terre, donc aux éditions Remue-Ménage en novembre dernier. Notre deuxième invitée, Martina Shumova, a fait paraître le roman Boîte d'allumettes aux éditions du Cheval Doux. Elle est née à Prague en 1984 et son premier roman, donc, est paru en juin 2020. Je tiens à mentionner que les livres dont on parle ce soir seront disponibles sur le site web du Salon du livre au sltr.qc.ca. Il y a également un concours où vous pouvez participer, je crois, dans votre écran, ou du moins toute l'information se trouvera sur le site web également. Mesdames, bienvenue. Merci d'avoir accepté de vous entretenir avec moi ce soir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bon, là, c'est un peu particulier ce contexte-là de se rencontrer en virtuel pour des animations, faire des salons du livre avec des stands sur des sites web seulement. J'aimerais d'abord savoir comment ça se passe pour vous. Vos deux romans sont parus cette année, en pleine année pandémique. Toute la discussion se fait de façon virtuelle. Comment ça se passe pour vous de faire paraître un premier roman de cette façon-là? Caroline, on peut commencer avec toi. Ça se passe bien. Le roman, il y a une belle vie à l'extérieur de moi, mais pour moi, c'est sûr que tout reste très théorique pour l'instant. Je vais nulle part. Je sais qu'il y a du succès, mais moi, je le vois pas. C'est pas tangible. Je sais pas, je veux pas chialer là, du tout. Là. Il va très, très bien, mais j'ai l'impression que je rentre dans le domaine de la littérature par la porte de derrière. Oui. Martina, est-ce que c'est un peu le même sentiment pour toi? Moi, le roman était pratiquement prêt, en fait, au printemps dernier, en 2020, quand tout s'est arrêté, là, le premier confinement. Donc, j'étais extrêmement contente que, premièrement, il y ait un livre quand les choses ont commencé à rouler à nouveau, quand les librairies ont pu accueillir des nouveautés. Donc, pour moi, ça a été premièrement une grande joie que le livre paraisse avec un délai de 3 mois. Mais voilà. Bon. Mais bon, on a quand même l'occasion de se parler. Vous aurez sans aucun doute l'occasion de rencontrer les lecteurs un jour ou l'autre. Puis en attendant, comme tu le dis, Caroline, vos deux livres font leur route. On a parlé d'eux. Ils se sont retrouvés en bonne posture dans les librairies. Fait que c'est tant mieux. On peut déjà aborder le sujet de ce soir, l'exil. C'est un peu le thème qui relie vos deux romans, qui sont, somme toute, on pourra en parler plus tard, très différents l'un de l'autre au final. Mais cet exil-là, c'est un peu le cœur des histoires qui sont dans vos romans. Est-ce que vous pouvez nous parler, dans le fond, de vos exils respectifs? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Quel est le contexte de vos exils respectifs? Caroline, on peut y aller avec toi. Moi, je suis arrivée au Québec à 7 ans, donc on est parti comme réfugiés politiques. On a pris l'avion en décembre, puis on a été accueillis par une tempête de verglas. Et c'est une décision parentale, donc même si moi, je suis une réfugiée, souvent, je pense que quand on arrive à cet âge-là, l'âge où je suis arrivée, on ne sait pas trop où nous catégoriser parce qu'on est des immigrants de première génération. Mais en même temps, c'est presque comme si on était né ici. Donc, on a tendance à nous dire qu'on est de deuxième génération, même si moi, dans mes papiers, j'ai été réfugiée d'abord. Je n'ai pas été, dès le départ, citoyenne canadienne. Donc, c'est comme ça que c'est fait. J'ai un pays d'origine, une langue maternelle. Sur mon passeport, ça va toujours être écrit que je suis née au Chili. Et voilà, donc c'est ça mes coordonnées, disons. Et Martina, oui, le contexte de ton exil?
Oui, c'est un peu semblable à ce que Caroline dit. Moi aussi, j'étais très petite. J'avais, en fait, encore un peu plus petite, j'avais 4 ans. Donc, je suis partie en 88 de ce qui était à ce moment-là la Tchécoslovaquie, ce qui est maintenant la République tchèque. Et bon, encore là, c'était une décision parentale. Moi, j'avais pas voix au chapitre et peut-être même pas conscience tout à fait de ce qui se passait. Puis, on est passé par un séjour assez long, quelques mois quand même, en Autriche, où on attendait les réponses de pays qui seraient prêts à nous accueillir en tant que réfugiés. Et bon, c'est le Canada qui a répondu en premier. C'est pourquoi je suis ici et non en Australie en ce moment. Bon, vous le dites toutes les deux, vous étiez trop petites pour avoir voix au chapitre, mais comment comment on se sent par rapport à cette décision-là qui nous est imposée? Bon, on le comprend évidemment, mais qui a un impact majeur sur notre vie. Comment vous le vivez maintenant aujourd'hui en tant qu'adulte? Je sais pas, je viens d'entendre Martina ce qu'elle vient de dire en disant c'est le Canada qui a répondu en premier, sinon elle aurait été en Australie. Et moi, en fait, mes parents ils avaient acheté des billets d'avion jusqu'en Norvège, mais avec une escale à Montréal. Et donc, mais ils ont décidé de rester à Montréal, mais ils auraient pu décider d'aller en Scandinavie. Et je pense que dans ces décisions-là, il y a comme une espèce aussi de coup de dé du destin qui fait en sorte que ce sont des décisions très claires là, de parents qui décident, OK, on va fuir un pays avec une situation politique telle qu'elle est en ce moment, mais ensuite, le chemin, il est tortueux, puis le chemin, il n'est pas décidé d'avance, il n'y a rien de sûr, tu sais, en tout cas, nous, quand on est arrivés comme réfugiés, c'était pas sûr qu'on allait pouvoir rester non plus. Donc, c'est vécu, évidemment, comme imposé, mais je dirais comme à peu près toutes les autres choses dans la vie, là, on décide d'une partie, puis ensuite le reste, c'est le coup de dé là aussi. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Oui, je veux juste dire que je m'identifie totalement à ça. Puis je pense que l'immigration, ça rend très clair le fait que beaucoup de choses importantes dans la vie, quand on est très petit, sont faites un peu sans nous, les décisions. Puis c'est juste que dans nos cas, c'est vraiment des décisions qui peuvent nous amener à des points extrêmement différents, mais c'est toujours un peu ça, je pense. Oui. C'est drôle parce qu'en vous écoutant, oui, excuse-moi, vas-y. Oui, non, il n'y a pas de problème. Je voulais juste ajouter que c'est ça. Donc, c'est vécu avec un mélange d'ignorance et je pense de confiance en nos parents, là, quand on a la chance d'avoir des parents en qui on a confiance. Puis on se fait un peu amener sans qu'on sache ce qui se passe. Oui. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que Martina aurait été australienne, puis moi, j'aurais été norvégienne. C'est des décisions qui sont faites vraiment sur une scène ou des choses qui nous sont imposées, mais qui ont une influence considérable ensuite sur une identité d'une personne. Totalement. En lisant vos romans, surtout Caroline, parce que tu es plus tu décris davantage tes souvenirs d'enfance. On pourra parler plus tard là, du contenu de vos romans, la façon dont vous présentez vos souvenirs. Mais je me suis beaucoup retrouvée. Bon, peut-être que c'est générationnel, mais moi, je suis fille d'immigrante et un peu, puis c'est drôle parce que ce que vous venez juste de dire, le fait que ça aurait pu être ailleurs. Ma mère est française et ils ont quitté la France pour un peu fuir la conscription obligatoire et la guerre d'Algérie. Et c'était le Brésil ou le Québec. Donc, finalement, tu sais, je me retrouve un peu là-dedans. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant de grandir avec une mère qui est un peu comme vous, en fait, parce qu'elle est arrivée très jeune. Fait que c'était presque une deuxième génération, mais pas en même temps. Et elle a toujours gardé un rapport avec son pays d'origine très fort, voire même idéalisé parce qu'elle a été finalement très peu. Elle y est retournée en visiteur, si on veut, en touriste, mais il y avait un rapport très fort, voire idéalisé. Est-ce que vous, c'est quoi le rapport que vous entretenez avec votre terre natale?
Moi, il n'y a pas un rapport très fort, je dirais. On n'a pas pu retourner parce qu'on n'avait pas nos papiers pendant longtemps. Donc, quand on est retourné, je pense que j'avais 19 ans la première fois. Donc, mes grands-mères venaient ici là, de temps en temps, mais outre ça, donc quand je suis allée, évidemment, j'ai l'accent chilien, j'ai le faciès, donc je passe incognito dans la rue, puis quand je parle, les gens me considèrent comme chilienne, mais il reste que j'ai été éduquée ici, scolarisée ici, donc tous mes référents culturels sont québécois. Ce qui fait en sorte que je suis chilienne, mais je ne le suis pas culturellement trop, tu sais, mais oui, c'est la langue qu'on parlait chez nous, et la langue, elle va charrier son autre culture, mais il reste que les références que j'avais, c'était, mettons, la musique que mes parents écoutaient. C'était pas la musique que les jeunes Chiliens écoutaient. Et quand je suis allée à 19 ans, c'est ça qui m'a frappé, l'espèce de fossé immense qu'il y avait entre moi et les jeunes Chiliens. On n'avait pas la même culture, on n'avait pas les mêmes références, on n'avait pas écouté les mêmes émissions de télé, on n'avait pas lu les mêmes livres. Et même au niveau de la langue, ma langue, même si j'ai pas d'accent, elle est vieillotte parce que c'est le chilien, l'espagnol chilien qui s'est arrêté dans le temps. C'est celui que mes parents parlaient, mais il n'était pas vivant dans le sens où on rajoutait pas des mots de cours d'école ou des néologismes ou des nouveaux mots pour décrire les nouvelles réalités qui étaient en place. Donc, après ça, j'y suis pas retournée avant vraiment un autre, presque 20 ans. Donc, c'est mon pays, oui, je suis nouvelle encore. Je parle espagnol à mes parents, mais c'est pas chez moi, là, ça c'est sûr. Ben, je vais renchérir sur ce que Caroline a dit. Encore là, j'ai une expérience assez semblable, dans le sens que je ne suis pas tchèque, je n'ai pas été à l'école là-bas. Certains codes culturels m'échappent, même si je parle la langue. Par contre, nous, on est retournés assez tôt, là, donc dans les années 90, je pourrais dire que j'ai passé les étés en République tchèque, autour de Prague, et le reste de l'année au Canada. Donc, il y avait un va-et-vient quand même entre les deux cultures, entre les deux façons d'être, entre les deux langues. Mais je suis pas tchèque. Ben, je le suis aussi, mais je ne suis pas que tchèque. Oui. Qu'on a un peu l'impression d'être entre deux chaises quand on est comme ça. Bon, puis on le voit dans le livre, vous parlez quand même de votre rapport à l'exil, à votre pays d'origine, à ce que ça... Bon, Martina, tu racontes quand même beaucoup ces souvenirs justement d'été dans Boîte d'allumettes. Qu'est-ce que ça modifie dans notre identité d'être comme ça, un peu entre deux pays, pas tout à fait chiliennes, mais en même temps, il y a ce statut-là d'immigrants qui nous poursuit quand même. Moi, je pense que dès le départ, en tout cas, Caroline, tu diras si c'est comme ça pour toi, dès le départ, quand on grandit entre deux cultures, on ne peut pas penser qu'il y a juste une façon de faire les choses. On est très, très vite conscient qu'il y a différentes façons, différentes évidences. Puis, je pense qu'on est sensible à ça. Après, on peut discuter, est-ce que c'est positif, c'est négatif, est-ce qu'il y a une certaine insécurité qui vient avec le fait de ne pas non plus maîtriser parfaitement tous ces codes culturels dont on est conscient. Donc, pour moi, il y a ça, premièrement. Ensuite, c'est pour moi, là, je parle vraiment personnellement comment je l'ai vécu parce que l'année était rythmée par ces avions-là qu'on prenait là, vers la fin de l'année scolaire. Après, on entre dans un autre monde totalement. Donc, un monde géographiquement différent. Là. Donc, je ne veux pas dire que c'est un monde secret, mais quand même, c'est quelque chose dont peu de gens qui appartenaient à notre vie ici au Québec étaient conscients. Oui, c'est ça. Il y a une certaine bulle familiale qui se crée autour de ça. Je serais d'accord avec Martina. Je dirais pas tant que c'est entre deux chaises. C'est peut-être mes parents qui étaient très dramatiques, là, mais quand ils ont décidé d'immigrer ici, dès le départ, ils nous ont dit, on ne retournera pas au Chili, c'est pas on essaie de vivre notre vie ou dès que la situation s'améliorera au Chili, on va y retourner. C'était, voici votre nouvelle vie.
Donc, je pense que ça a contribué beaucoup à l'espèce d'oubli ou de scission qu'il y a. Mais en même temps, je suis tout à fait d'accord avec ce que Martina a dit. Les deux cultures me traversent également. C'est pas... souvent, les gens, ils veulent qu'on choisisse, puis ils nous demandent, tu te sens-tu plus chilienne ou plus québécoise, ou dans quelle situation tu te sens chilienne et dans quelle situation tu te sens québécoise. Puis à chaque fois, je suis un peu estomaquée, je suis les deux, je serai toujours les deux. L'espagnol, même si c'est plus la langue dans laquelle je me pense constamment ou dans laquelle j'intellectualise le monde, ça reste la première langue qu'on m'a parlé quand j'étais un bébé, les premières berceuses que j'ai entendues, les premiers mots d'amour qu'on m'a dit. Donc, c'est pas extérieur à moi. Je suis quand même traversée par cette langue-là, même si je la réactualise pas sans cesse au quotidien. En fait, c'est une richesse. Vous êtes riche de ça. De ce monde intérieur-là, de cette bulle familiale-là, de cette... Tu sais, il y a quand même quelque chose qui vous distingue, tu sais, puis qui est une richesse, je pense. Je pense qu'on doit le voir comme une richesse. Puis bon, on a écrit quand même chacun un livre, donc à quelque part, on peut pas nier que ça a créé quelque chose. Exactement, mais oui, parce que c'est ça. Hein, bon, vous êtes remis de cet exil-là, mais encore là, ça vous habite parce que ça traverse vos deux premiers romans, vos premiers romans respectifs. Bon, j'ai envie de demander pourquoi avoir choisi d'écrire là-dessus, mais j'ai l'impression que poser la question, c'est y répondre, mais peut-être je pourrais vous demander pourquoi l'avoir fait de cette façon-là, parce que c'est là que ça vous distingue. Parce que le thème central, bon, vous êtes deux jeunes filles qui avaient émigré à un très jeune âge, mais au final, les deux livres sont très différents. Martina, c'est des fragments qui sont peut-être... des très courts fragments de souvenirs qui entremêlent le présent et le passé, plus ou moins lointain. Caroline, on est davantage dans j'ai l'impression des espèces de polaroids là, de souvenirs. Comment ça s'est décidé, cette façon-là de présenter vos souvenirs d'enfance? Est-ce que... Oui, vas-y. Je vais y aller, je vais me lancer. À quelque part, moi, je voulais retrouver quelque chose de fragmentaire qu'il y a dans la mémoire. Donc, dans le fait qu'on ne se rappelle pas un récit d'emblée qui est complet, qui est détaillé. La façon dont les souvenirs nous viennent, c'est souvent en petits morceaux. C'est souvent de façon impromptue, puis c'est relié aussi à ce qu'on vit sur le moment. Donc, le côté fragmentaire, pour moi, c'est en partie ça. OK. Je serais tout à fait d'accord avec ça. Et surtout, je pense que parler d'une immigration d'enfance, il y a comme une espèce de limite à la confiance qu'on peut faire à notre mémoire d'enfant aussi. Je me souviens, les événements qui sont arrivés il y a 10 ans, je peux me faire une narration très claire de ce qui s'est passé, mais dans l'enfance, c'est vraiment des petits morceaux qu'on réchappe ici et là aussi. Ensuite, pour la question des fragments, pour moi, c'est très clair qu'il y a mes conditions objectives d'existence qui font en sorte que je ne peux pas écrire autrement. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai des jeunes enfants. Je parlais avec une amie une fois, puis elle me disait que c'est une écriture maternelle, dans le sens où je ne peux pas écrire le matin jusqu'à 5 heures du matin parce que j'ai 2 petits, donc c'est souvent après qu'ils soient couchés que j'écris. Ça fait mes plus courts fragments dans la réalité aussi. Donc la forme répond aussi à mes conditions, mais aussi à la mémoire. C'est vraiment intéressant. J'avoue que j'ai rarement entendu cette réponse-là de ma réalité de vie impose le style que je choisis. Quand même, hein? Ça replace la réalité au cœur de l'écriture. Martina, dans ces souvenirs-là, on a peu la présence de tes parents. On est davantage du côté des grands-parents. Bon, je présume que c'est là où on comprend que tu vas visiter tes grands-parents pendant tes vacances d'été. Tu l'as dit d'ailleurs. Caroline, toi, c'est davantage la figure maternelle.
Comment vous avez choisi ça, sur qui mettre l'emphase dans vos récits? Tu peux y aller, Caroline. Pour moi, c'était vraiment important que la mère soit au centre et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi la maison d'édition avec laquelle je suis, qui est Remue-Ménage. C'est une maison d'édition féministe et je voulais que mon récit reste dans ce regard-là parce que l'immigration, elle est souvent masculine. En tout cas, l'immigration latino-américaine, elle est très largement masculine et souvent, les Latinos vont faire venir ensuite leur famille. Donc, c'est l'homme qui vient d'abord, puis une fois qu'ils ont assez d'argent, qui ont les papiers, qui ont les conditions, ils font venir la femme et les enfants qui sont restés au pays. Puis ensuite, c'est souvent les hommes qui vont parler la langue, ne serait-ce que l'anglais, donc qui vont raconter l'histoire aux douaniers, qui vont raconter l'histoire à l'immigration, aux avocats et à toute l'administration. Donc, ça reste souvent des histoires masculines, des histoires d'immigration que moi j'ai entendues. Je voulais donner une voix à l'immigration d'une famille et mettre, disons, le focus ou la lumière sur les femmes, donc la petite fille que j'étais, mais aussi ma mère. Donc, c'était vraiment un choix conscient et je veux dire, j'ai une très bonne relation avec mon père, mais il est quasi absent du livre. Parce que je ne voulais pas justement que ce soit son histoire qui est racontée. Dans nos papiers légaux, familiaux, c'est l'histoire de mon père. C'est la façon dont lui, il a vu l'immigration qui est racontée. J'ai l'impression que c'est souvent le cas dans le cas des immigrations. Donc, moi, je voulais que ce soit raconté par une femme pour les femmes. Merci. Dans mon cas, ce n'était pas vraiment un choix conscient. C'est quelque chose qui s'est passé. J'étais quand même à la recherche de certains souvenirs. Puis les souvenirs qui étaient liés à Prague, au lieu des origines, autour de Prague, là, pas nécessairement la ville en elle-même, mais aussi la campagne autour. C'est les grands-parents qui étaient liés à ça. Je trouve ça intéressant d'entendre que dans mon livre, les parents sont absents ou peu présents parce que, bon, je pense qu'ils sont quand même là. Je pense que la bulle familiale est assez présente. Mais encore là, c'était pas un choix conscient. C'était quelque chose qui est arrivé au fil de l'écriture. Peut-être que je cherchais des comparaisons. C'est ce que j'ai remarqué davantage. Bon, peut-être que aussi, d'une certaine façon, la grand-mère est forte, elle est présente. On a le souvenir aussi, hein, à un moment où, dans l'enfance de la grand-mère, ça m'a vraiment marqué et puis j'ai l'impression aussi qu'on a peut-être moins en littérature cette présence-là des grands-parents. Fait que c'était une belle différence dans ton livre, Martine. C'est vrai que quand on compare au livre de Caroline, où la figure de la mère est vraiment très, très centrale, je dirais, dans le mien, la mère peut-être est plus en retrait, la mère, les parents. Mais ton frère est présent. Je me souviens de le passage avec les escargots, notamment. Ton frère est présent beaucoup. Oui, mon frère est important dans mes souvenirs d'immigration. Mon frère a 2 ans plus jeune que moi. Donc, c'est la même chose pour moi. Ouais. Est-ce que ça tisse des liens particuliers dans la fratrie d'avoir cette expérience-là qui bon, tantôt vous parliez de cette bulle familiale qui est peut-être particulière dans le cas d'une immigration comme la vôtre? Est-ce qu'il y a eu des liens particuliers qui se sont créés avec vos... bon, vous avez que des frères, je pense, à vous tous. Caroline, c'est 2 frères aussi que tu as? J'ai 2 frères. Pour moi, c'est indéniable. Mon grand frère, je ne l'aime pas moins, mais il y a une différence d'âge plus grande. Il a 7-8 ans de plus que moi. Donc, quand moi j'avais 7 ans, lui en avait 14, il allait avoir 15 ans. Ce qui fait en sorte que nos vies étaient complètement différentes. Et très rapidement, il a dû travailler. On n'avait pas encore nos papiers. Donc, pour payer son cégep, comme étudiant étranger, il a fallu qu'il devienne boss boy. Donc, il n'était pas présent beaucoup à la maison. Il y avait sa vie d'adolescent, l'école et sa job. Tandis que mon petit frère, moi aussi, il a 2 ans de moins que moi.
Et on a passé beaucoup de temps ensemble, juste tous les deux, ou juste tous les deux à attendre que mes parents finissent les ménages, ou juste tous les deux à la maison pendant que mes parents pouvaient dormir un petit peu le samedi matin. Et donc, mon petit frère, oui, ça crée des liens, absolument. C'est indéniable. La même culture métissée, le même apprentissage de la langue, les mêmes expériences de domination jusqu'à un certain âge. Oui, oui. Et ton frère qui est également auteur, Nicolas Dawson, c'est lui le petit frère, c'est Nicolas, c'est ça? Oui, oui, oui. Beaucoup plus que moi, auteur même. Là. 3 livres, il est éditeur aussi. Oui. Et Martina, de ton côté, dirais-tu que ça crée des liens particuliers entre ton frère et toi? Je me lancerais pas parce que je peux pas comparer à ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu immigration. C'est sûr que pendant le voyage, quand on était petit, moi j'avais 4 ans, lui avait 2 ans, le fait d'être tout le temps ensemble, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se crée. Encore là, je sais pas, je peux pas comparer. Après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est nos façons différentes de vivre l'immigration. Je sais pas, Caroline, si tu peux faire, toi, des comparaisons entre comment, toi, par exemple, tu réagissais par rapport à l'apprentissage du français par rapport à ton frère. Est-ce qu'il y avait des façons différentes d'appréhender ça ou vous étiez comme en bloc? Ben, moi, j'ai commencé l'école avant lui parce que moi, je suis arrivée déjà à 7 ans, donc je devais déjà être scolarisée. Lui, il avait 4 ans, donc il n'avait pas encore accès à l'école. Il a fallu qu'il attende d'avoir 5 ans pour entrer en maternelle. Donc, j'ai commencé à apprendre le français avant lui. Ça, je me souviens que c'était très frustrant pour lui, comme petit garçon, là, sa sœur qui commençait à apprendre la langue et donc à se placer et pas lui. Mais davantage que ça, je dirais que c'est nos rapports. Mais je ne sais pas ce qui est de l'ordre de la personnalité, puis de l'ordre de nos expériences d'immigration respectives. Mais le fait que lui soit arrivé à 4 ans, lui, il n'a presque pas de souvenir du Chili, contrairement à moi, qui a été à l'école au Chili pendant un an. Donc, je pense que pour lui, la recherche des origines est beaucoup plus grande que pour moi, parce que c'est comme si les origines avaient été un peu brouillées davantage pour lui, je dirais. Mais je ne veux pas comme parler pour lui, là, mais c'est l'impression que j'ai qu'il a besoin de se réapproprier davantage le Chili que moi j'ai besoin de faire. Vous avez toutes les deux parlé de votre apprentissage du français, puis c'est intéressant parce que vous abordez cette question-là dans vos romans. D'ailleurs, Caroline, il y a un extrait là où tu parles tu dis que le français, bon, je pense que c'est au moment où tu lis davantage, tu découvres Jean Ducharme et tu dis que le français, ça va t'apprendre à dire le monde, mais en même temps, ça t'éloigne de tes parents, qui n'ont pas cette facilité-là avec la nouvelle langue du nouveau pays. Est-ce que vous pouvez en parler davantage? Parce que, bon, là, vous écrivez, vous publiez un livre au Québec dans votre langue qui n'était pas la langue maternelle, donc le rapport à la langue est quand même particulier. Est-ce que ça vous... dites-moi en plus sur cette question-là qui est quand même essentielle. Bien, l'apprentissage de la langue, c'est sûr que c'est le premier pas pour une véritable intégration, mais en même temps, c'est sûr que c'est le premier pas qui t'éloigne de tes parents parce que la langue maternelle, elle ne change pas. La langue parlée à la maison, elle n'a pas changé chez nous non plus. Mais la langue dans laquelle je me pense, elle est différente. Et donc, pour moi, c'est devenu rapidement c'est pas tant un fossé, mais c'est pas un désaveu non plus, mais je le vois aussi souvent, je le vis souvent de cette façon-là. Le fait, par exemple, que pour moi, c'est pas naturel de parler espagnol à mes enfants parce que c'est la langue que je maîtrise beaucoup moins que le français, même si je le parle parfaitement, mais j'ai pas les nuances en espagnol. Si, par exemple, mon fils me montre un arbre, il me demande c'est quoi, en espagnol, je peux lui dire c'est un arbre. Mais c'est tout. Je ne connais pas les mots pour dire tilleul, pour dire chêne, pour dire un saule. Donc, il y a plein de nuances qui m'échappent parce que je n'ai pas été scolarisée en espagnol. Donc, ce n'est pas la langue intellectuelle pour moi, c'est une langue domestique. Donc, ça devenait super
évident que je ne pouvais pas lui transmettre tout en parlant espagnol. Même si c'est ma langue maternelle et même si je continue à la parler avec mes parents. Donc, je demande plutôt à mes parents de lui parler en espagnol plutôt que moi d'être capable de faire ça. Mais là, c'est symbolique, mais c'est réel aussi. Il y a un schisme incroyable. L'espagnol s'est arrêté là, finalement. Puis oui, c'est triste, pour moi en tout cas. Je le vis comme un désaveu que je fais un peu. C'est pas tant de la honte, mais c'est pas loin. Ah ouais. Ouais, je pense que l'école, la scolarisation a un rôle vraiment central. Là. Je pense que le pays dans lequel on est scolarisé va déterminer notre langue dans laquelle on est à l'aise. Moi, je peux très bien lire en tchèque tous les livres que je veux, mais je vais jamais écrire en tchèque. Je peux rêver en tchèque, mais je ne vais pas me hasarder à m'exprimer par écrit. Donc, moi, c'est ça, j'étais vraiment très jeune. Là, la maternelle, je l'ai fait ici, donc ça s'est appris, on pourrait dire, naturellement. J'ai très peu de souvenirs de ne pas être capable de comprendre le français. Quand même un peu, là, quelques souvenirs de désorientation, comment on dit ça, mais après, l'expérience que j'ai, c'est une expérience d'absorption d'une langue qui s'est faite avec beaucoup d'enthousiasme de mon côté, là, parce que j'ai toujours eu une relation assez particulière envers les livres et Fait que la littérature a eu une place importante dans votre découverte du français, finalement. Ah, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et c'est aussi, je pense, en tout cas, je ne sais pas pour toi, Martina, mais moi, c'est le fait que mes parents je veux dire, ils parlent très bien français aujourd'hui, mais quand j'étais petite, non, et il n'y avait pas le temps non plus, trop. Donc, ça a été la façon d'être autonome aussi par les livres, là, donc d'apprendre la langue davantage, d'acquérir, sans que ce soit conscient, mais je vais acquérir un nouveau vocabulaire en lisant, mais c'était à la fois nos passe-temps et à la fois notre façon de nous intégrer et à la fois de se penser. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu parles, Caroline, de l'importance de la bibliothèque municipale pour toi dans ton livre. Ça, je peux totalement m'identifier à ça. J'ai des souvenirs d'école primaire où mon frère avait des cours de judo. Moi, pendant ce temps-là, j'allais à la bibliothèque, donc 2 fois par semaine, 4 livres. On les remet après, puis on en reprend d'autres. Donc, oui, c'est une façon d'absorber la culture sans passer par nos parents, sans passer non plus par les institutions, par la classe d'accueil nécessairement ou parce que l'école nous apprend de façon canonique, là. Donc, ouais. C'est intéressant parce que finalement, la culture et la culture populaire, la télé, la musique, c'est à la fois ce qui vous a permis de vous approprier la culture québécoise, mais qui, au final, tu le disais tantôt, Caroline, qui vous distingue quand vous retournez dans vos pays d'origine, de voir, on n'écoute pas la même musique, on ne connaît pas les mêmes... bon, peut-être un peu plus maintenant avec Netflix et compagnie, mais il y a quand même cette notion-là, de cette culture-là, à la fois populaire et plus littéraire, et ce qui nous distingue et nous unit, finalement. Oui. Puis même si, je pense que dans la langue, il y a tellement je ne sais pas comment, d'éléments de la culture populaire qui nous distinguent très rapidement, mettons, même sans écouter des émissions québécoises. Je ne sais pas, dans nos expressions, là, tu sais, quand les gens, je veux dire une expression terrible, là, mais quand les gens disent « sauf une fois au chalet », tout le monde comprend ça au Québec. Mais si tu n'as pas été au Québec depuis les 15 dernières années, cette référence-là, elle t'échappe complètement. Donc, c'est ça aussi, la culture, quand tu t'en vas d'un pays puis que tu reviens 20 ans plus tard, même si tu parles la langue parfaitement, la culture, elle a continué et la langue, elle a continué à être vivante, elle a continué à s'alimenter de références qui viennent de son environnement. Et toi, tu y échappes.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que la culture, la langue évolue sans nous, puis nous, on reste un peu bloqués au moment où on est parti. Toutes les nouvelles expressions qui ont informatique, par exemple. J'avais noté une phrase, Martina, tu dis à un moment où tu te balades dans Prague, puis tu dis « tous mes familiers, mais rien ne m'est vraiment connu ». J'ai trouvé que c'était très beau dans ce rapport-là de... Ouais. Puis je trouve que ça illustre un peu cette notion-là aussi, puis à la fois, j'imagine le retour sur ce pays-là qui est nous, mais qui n'est plus vraiment nous en même temps, là. Oui, oui, c'est exactement ça. Je connais un peu tous mes familiers, tout résonne à quelque part en moi, mais en même temps, j'ai pas grandi là, j'ai pas parcouru les ruelles, j'ai pas nécessairement de place préférée. Donc oui, il y a un genre de flottement, un genre de décalage entre l'inconnu, le connu, le familier, Ouais. Ouais. Est-ce que c'est un peu ça pour toi Souvent, aussi, les gens, j'ai l'impression... Oui, mais souvent, les gens, j'ai l'impression qu'ils pensent que revenir dans son pays d'origine, c'est comme revenir à ta chambre d'adolescent une fois que tu as quitté la maison de tes parents, puis de revenir, puis de retrouver tes choses. Et il y a de ça, tu sais, dans le sens où tu reconnais les éléments, tu te dis, ah oui, ça c'est moi, ça c'est ma langue, tu entends l'espagnol chilien, il est très particulier. Donc, moi, immédiatement, dès que j'entends un chilien, il y a quelque chose de chaud dans mon cœur qui arrive, mais c'est pas ça. Je veux dire, la chambre, elle a continué d'évoluer sans toi, donc tu t'y retrouves plus du tout. Il y a ça aussi qu'on oublie souvent. Oui, à plus forte raison quand on est parti très, très jeune, puis que c'était pas notre choix de partir. Ben, ça a donné 2 très beaux romans, des romans très différents l'un de l'autre. Et puis, j'invite tout le monde à se les procurer via le site web Salon du Livre, sltr.qc.ca, pour comprendre davantage vos parcours, mais également la façon dont vous les abordez, qui sont très originales dans les 2 cas, de façon très différente. Je pense qu'on a quasiment dépassé notre temps, mais les filles. Merci beaucoup, c'était très fun. Bon, avec les contraintes... Mais c'est drôle que tu dises sont si différents parce que moi, quand j'ai lu Boîte d'allumettes, la première chose qui m'est venue, j'ai commencé à le lire, j'ai vraiment aimé ça, et je me suis dit, oh mon Dieu, une chance que je ne l'ai pas lu avant d'écrire mon livre parce que je ne suis pas sûre que je l'aurais écrit. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités. C'est vrai? Oui. Ouais. Oui, puis ça arrive pas souvent, je trouve, en tout cas pour moi, de lire un livre comme ça dans lequel il y a autant de similarités avec mon expérience. Donc, oui, ouais. Je suis d'accord. Mais je pense que l'expérience, au fond, est sensiblement la même. Une jeune famille qui est arrachée à sa terre natale, qui arrive au Québec, mais le traitement est très différent, je trouve, parce que, bon, tu sais, Caroline, on est plus dans une narration qui est par Polaroid, comme je disais tout à l'heure, tu sais, où la mère est presque le spotlight. Et tu parles beaucoup, bon, on n'en a pas parlé, mais tu parles beaucoup de l'intégration qui devient éventuellement plus gossante, j'ai envie de dire. Mais alors que Martina, mais tu sais, je trouve que l'idée du fragment, de cette espèce de... C'est comme si tu avais écrit le même roman que Caroline, mais tu avais filtré graduellement pour en venir à un court fil qui est parsemé d'aller-retour dans le temps. Fait qu'au final, je peux comprendre que l'expérience est la même, mais le procédé pour le faire est différent. Comme c'est le même café, mais il y a un café filtre puis un bottom, tu sais. Je pense qu'il y a peut-être plus d'évocation, de suggestions, tandis qu'il y a plus de récits, comme, je ne veux pas dire clair, mais... Oui. Oui. C'est 2 romans complémentaires, finalement. Merci beaucoup, les filles. C'était très le fun. Puis, au plaisir de vous croiser pour votre 2e roman en vrai au Salon du Livre de Trois-Rivières ou ailleurs. Avec grand plaisir. Oui.
Puis, Avec je plaisir. souhaite bonne route à vos romans qui sont déjà bien installés dans nos librairies et dans le portrait littéraire. Merci, Martina et Caroline. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.